Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live. Donc j'ai la chance et l'honneur de pouvoir accueillir aujourd'hui PO et Dec. Donc messieurs, écoutez, bienvenue chez nous et puis je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc dans ce live on va parler stalking, on va parler pêche au rodé, on va parler de pêche de spécimens avec nos invités. Donc vous avez déjà l'espace commentaire qui vous est ouvert, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors posez vos questions dans la fenêtre des lives et pas dans la fenêtre de partage, parce qu'on sait déjà que ce live a été partagé une vingtaine de fois. Donc posez bien la question dans la fenêtre d'espace commentaire des lives, de ce live-là. Parce que si vous posez vos questions en direct, mais sur d'autres groupes, on les verra pas forcément, donc on pourra pas vous répondre. Donc je vais laisser la parole à PO qui va se présenter et après à Dec. À toi PO. Bon, salut à tous, moi c'est PO, grand amateur de pêche à rôder, et que ce soit en flotte tube ou sur du bord. Ça fait peut-être 7-8 ans je pense que je pêche réellement au coup. Après avant j'avais pêché à la batterie, un peu au feeder, un peu à l'anglaise. Et je me suis consacré vraiment uniquement à la carpe au cou. D'accord, ok. Donc, Et donc tu as créé la team Specimen, c'est ça? ouais, ça a été créé il y a 3 ans maintenant. On entame la 3e année. Sur un. C'est clairement sur un délire en fait. Sur un délire, après. On a fait ça bien comme il faut. Enfin, on a essayé de faire ça comme bien comme il faut. Avec Deck entre autres. Et puis bah on est là où on est aujourd'hui, quoi. Ça fait plaisir. D'accord, ok. Donc Dec, bah écoute, je vais te laisser la parole, qui est toi tu fais aussi partie de la team Specimen, si j'ai bien compris. Donc oui, c'est ça. Je l'ai intégré dès le départ, comme l'expliquait PO. C'est un délire entre nous deux qui part assez loin. Et donc, je fais partie de l'aventure depuis le départ. D'accord, ok. Et tu as toujours pratiqué la pêche de la carpe depuis combien Alors, de temps que tu pêches au spécimen, toi? moi, pour ma part, j'ai débuté la pêche il y a 6 ans, sur un coup de tête en voulant essayer. Et je me suis mis dans la traque de spécimens depuis, on va dire, 3 à 4 ans, 3-4 ans? à peu près. D'accord, ok. Alors, j'ai pas demandé dans les commentaires, est-ce que le son est bon pour vous, hein? C'est vrai qu'hier, on a fait une petite coquille, enfin surtout moi, j'ai fait une petite coquille, ça arrive. C'est la première fois, enfin c'est les premières fois où on stream à plusieurs, donc il peut y avoir quelquefois des petites coquilles au niveau du son. Est-ce que le son est bon? Sinon, je peux l'ajuster dans les paramètres de Streamlabs. Donc on va commencer assez simplement. Ce live sera divisé en plusieurs parties. Il y aura une présentation de chaîne YouTube et de la page Facebook. Bon, assez rapide, parce que bon, pour ceux qui suivent la team Specimen, tout le monde les connaît. Il n'y a pas de souci là-dessus. On fera un rapide tour d'horizon et après on rentrera dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire sur cette pêche là. Il y a beaucoup d'interrogations aussi concernant cette pratique là. C'est une pratique quand même spécifique, un peu entre guillemets de l'extrême. Enfin, c'est catégorisé comme ça pour certains, mais on verra que c'est accessible si on a le bon matériel et puis aussi les bonnes connaissances, quoi. Donc PO, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la chaîne YouTube de votre team, s'il te plaît? Ouais, bah la chaîne YouTube, c'est le même nom que l'équipe en fait. On l'a créé il y D'accord. a je sais plus, ouais, 2 ans, je pense. Bon, sans trop d'activité parce que bah, voilà, en fait, chaque fois on disait on va faire des vidéos, on va faire des vidéos. Arrivé sur le plan d'eau, bah en fait, on est tellement pris dedans que bah, clairement on oublie ou on n'y pense pas. Là, puis bah, l'année dernière, on commence un peu à se mettre un peu plus dedans. Là, on essaye de vraiment y penser, mais après, comme on pêche pas mal sur des plans d'eau enfin, un peu compliqués, des fois on a une touche sur la journée, quoi, donc enregistrer toute la journée de pêche, bah, faut avoir le matos, faut avoir les batteries, faut. Là, on va essayer de s'y mettre un peu plus sérieusement cette année.
D'accord, ok. Je vois, si je regarde en arrière, elle a 2 ans, quoi. C'est ça à peu près la chaîne, si je remonte dans les dernières vidéos, c'est ça, plus ou Ouais, moins? c'est ça, ouais, on avait Ça, les posté premières vidéos postées, ouais, des petits combats comme ça. Mais bon, là, on va essayer de faire des choses un peu plus propres. Déjà, bah, vu que maintenant, enfin, pour ma part, j'ai acheté un PC il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est déjà plus facile de faire des choses un peu plus propres que sur téléphone. Ouais, bah, c'est clair. Enfin, après, c'est oui et non, quoi, parce qu'il y a certains youtubeurs comme Sébastien Roux qui réalisent de belles vidéos, qui a même été sélectionné à Montluçon pour un court métrage et il fait tout au téléphone. Donc pour ceux qui nous regardent, c'est accessible, hein, les vidéos par téléphone. Ah bah, après, bien entendu, ça dépend si vous avez un iPhone, ça dépend si vous avez un Android. Et après, bon bah, vous êtes aussi limité sur certains points également. Mais je comprends, je partage aussi ton point de vue, PO, concernant les limites que peuvent incomber d'utiliser un smartphone. Mais si on regarde par exemple bah, quelqu'un qui fait des vidéos aussi, enfin il fait plutôt des mini tutos au bord de l'eau et des résumés de pêche, c'est Chris Guidé. Il fait tout au smartphone. Alors, il fait ses petites vidéos de fan pêche en smartphone. Donc c'est que c'est possible. Après c'est sûr que si vous voulez faire des montages un peu plus poussés, la GoPro puis un réflexe, ça c'est toujours mieux. Vous pêchez toujours à deux quand vous faites vos vidéos? Euh, on essaye d'être à deux au maximum. Après, dès qu'il habite dans l'Oise, moi dans le Pas-de-Calais, donc du coup, il y a quand même 2 heures de route qui nous séparent. Moi, je travaille un week-end sur deux. Donc, dès qu'on peut se rejoindre au bord de l'eau, on se rejoint. Après, sinon, il y a des pêches en solo qui sont faites la semaine ou le week-end, deck. Au maximum, on essaye de se rejoindre, D'accord, à ok. partager des moments et puis ouais, passer du bon moment au bord de l'eau. Donc les amis, si vous voulez suivre la team Specimen, bah, je vous invite à cliquer sur le petit icône abonné. N'hésitez pas à mettre la cloche également, hein, je fais la petite promo, je fais l'instant promo de la team Specimen. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche, à accepter toutes les notifications. Vous serez donc notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et également, je vous invite à aller faire un petit tour ben, sur la page Facebook de nos amis et de faire pareil, de mettre un petit j'aime sur leur page, ça fera toujours du bien à la page. Et on va passer donc au vif du sujet hein, maintenant. On va parler pêche, parce que c'est ça que vous attendez les amis. Donc on y va. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Et n'hésitez surtout pas. Alors donc, est-ce que vous pouvez un petit peu, Deck, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quelle est selon toi la bonne définition d'une pêche au rodé, d'une pêche au stalking? Ça veut dire quoi le stalking? Ça veut dire quoi une pêche au rodé? Alors, pour moi, ma définition de la pêche en stalking ou à rôder, comme on dit, ça va être une approche rapide, assez rapide de mise en place, avec beaucoup d'observations et en privilégiant surtout les postes qui vont être encombrés sur les bordures, en fait. D'accord, ok. Ouais, donc c'est pas forcément une pêche où on reste pendant 8 heures sur son poste comme un carpodrome, où on bouge pas de sa station, où on peut pêcher soit le coup de bordure, soit le coup au large, ou soit un coup intermédiaire, quoi. Là, le coup du rodéo stalking, c'est qu'on trouve un poste, on y va, on essaye pendant un certain temps, si on voit que ça donne pas, on bouge, on va sur un autre poste. C'est ça? C'est exactement ça, en fait. Ça va être une pêche, on va dire, entre guillemets, de rapidité, parce que ça va être 1 à 2 heures maximum par spot. Et puis, le principe est de bouger, d'aller chercher le poisson et pas de le faire venir à nous, en fait. D'accord, ok. Bon, je suppose que PO, t'as exactement la même définition pour cette vision-là, tu la partages également, c'est comme Ouais, ça que ouais, tu penses. c'est pas attendre que le poisson il vienne sur notre coup, c'est vraiment aller le chercher et du coup multiplier les spots et essayer de multiplier les touches au maximum. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des endroits, PO, qui se prêtent davantage à la pratique de votre pêche, la pêche au stalking? Ah, les étangs où il reste, enfin, où l'homme n'y va pas quasiment, on va là où il y aura plus d'arbres immergés, plus de bosquets, chose qu'on commence à un peu, on va dire, un peu à galère à trouver par chez nous parce que
Sur les étangs, on voit pas mal d'arbres coupés, de bosquets coupés. Toutes les berges, elles deviennent très très propres. Enfin, de D'accord. mon point de vue, quoi. D'accord. Deck, la pêche au stocking, c'est une pêche qu'on peut pratiquer donc depuis le bord, mais également depuis en flotte tube. Est-ce que toi tu la pratiques en flotte tube? C'est ça, donc ouais, on peut pratiquer que ce soit de la berge ou du flotte. Donc je pratique les deux aussi, que ce soit sur berge ou sur flotte tube. Je suis plus souvent sur berge quand même, parce qu'il y a peu de plans d'eau qui vont se prêter à la pratique du flotte tube en fait, qui vont autoriser le flotte tube dessus. Mais les deux sont accessibles et se font très bien. D'accord, ok. Et toi, PO, tu es plus berge ou plus flotte tube du coup? Hum, C'est, enfin, les deux. Après, du coup, l'année dernière, ils ont ouvert quand même pas mal de kilomètres de berge au canal. Donc, déjà, c'est bien. Il n'y a plus besoin de faire des heures de route ou payer des timbres supplémentaires sur la fédé. Donc, si j'avais des étangs qui étaient par chez moi au flotte tube, je pense que je ferais 60-40 quand même. 60 de flotte tube et 40 du bord. Alors, alors, pourquoi tu préfères le flotte? Les approches sont différentes peut-être? L'appro- L'approche en elle-même, elle reste la même en fait. On va aller chercher les poissons là où ils sont. Après, en flotte tube, on a accès quand même à des endroits où ils sont inaccessibles du bord. Le combat, il est juste énorme en flotte tube. Là, on sent vraiment, on n'a pas de point d'ancrage avec le sol. Donc en fait, on sent toute la puissance du fish sur le combat. Et des fois, on arrive à les approcher, mais enfin, on voit les poissons passer sous nos palmes. Enfin, Ouais, c'est autre c'est un chose quoi. spectacle quand même. C'est une autre perception de la pêche quand on est carrément dans le milieu où le poisson se trouve quoi, Ouais, comparé au bord quoi. ouais. J'ai bien compris. Ouais. Deck, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel type de poste toi tu affectionnes particulièrement quand tu pêches au stalking quand tu vas au bord d'un plan d'eau ou d'un étang ou d'un fédéral, qu'est-ce qui peut faire mouche dans ton esprit pour faire une belle partie de pêche? Donc pour moi, la chose qui va vraiment m'attirer le plus et qui va me faire tilter sur un poste, ça va être les gros arbres immergés en fait. Les gros arbres immergés et les gros bosquets qui vont avancer sur l'eau et dans l'eau. Vraiment les endroits où on peut avoir du passage de poissons ou même une zone de retenue de poissons qui va les faire se sentir en sécurité, qui justement pour nous va être propice à pouvoir avoir un petit peu d'activité assez rapidement et de rester peu de temps sur les postes et de pouvoir bouger. D'accord, ok. Je te remercie, Deck. Pérout, pour toi, c'est à peu près pareil ou bien toi, tu vois les choses différemment? Oh non, non. Je vois un arbre au bord de l'eau, c'est le direct où je vais aller en fait. Ça ou rentrer dans des bosquets comme on a déjà eu l'occasion de faire avec Deck, où il y a juste un petit trou pour laisser passer le flotteur, la ligne et ouais non enfin encombré, plus c'est encombré et potentiellement mieux c'est quoi. Oui, parce que les carpes, elles se sentent en sécurité, quoi. Ah bah là c'est des fois on descend un calot de pâte. Pourtant, visuellement, on n'a rien vu, mais pas 30 secondes, même pas, c'est parti, quoi. D'accord, ok. Donc, là, on a vu un petit peu, on a fait un peu le détourage des postes éventuellement qu'il fallait favoriser hein, pour ceux qui voudraient commencer à s'y mettre, hein, ou bien pour ceux qui avaient besoin des infos concernant ce sujet-là. Deck, tu peux m'expliquer un petit peu de quoi est composé ton fourreau, parce que je suppose que c'est pas du tout les mêmes cannes qu'on utilise pour pêcher en carpodrome avec des carpes calibrées. Là, on vise quand même des poissons d'une catégorie supérieure, largement supérieure, même pour certains poissons. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle canne tu emmènes avec toi? Alors, je vais privilégier quand même mes cannes de bordure. Et c'est ce que j'ai le plus dans le fourreau de toute façon. Donc, que ce soit la Colmix Ponda F1, la Colmix Ponda Plus ou la Colmix Predator. C'est les trois qui vont m'accompagner quasiment à 95% du temps sur les plans d'eau. Ça va être vraiment une recherche sur les bordures avec des cannes qui sont rigides et puissantes justement, qui ont une belle matière de carbone et qui vont pouvoir pallier à de beaux montages et des poissons assez combatifs et puissants.
D'accord, ok. Et toi, PO, t'as quoi dans ton four? Dis-nous, fais-nous rêver. Moi, les Sponda F1, Sponda F1, Margin Predator, depuis, ouais, ça va faire 3 ans que je pêche aussi avec. Et là, récemment, j'ai acquis la Speed K40 pour essayer d'aller un peu plus loin et pour essayer de me sur le canal et être un peu plus polyvalent. D'accord, ok. On a quelques questions. Si vous avez des questions sur les cannes, c'est maintenant. Hein, parce qu'on est dans l'espace canne. Enfin, dans le moment où on va parler un peu des cannes. On parlait un petit peu tout à l'heure au niveau des endroits où vous aimez pêcher. J'ai une question de Jeff qui me demande à partir de quel moment on se dit ça va rien donner, il faut vite qu'on change de spot. Deck, si tu peux me répondre à ça, à partir de quand tu estimes que un poste, t'as fait le tour du poste, t'as essayé un peu tout et ça donne pas. Alors après, il y a deux possibilités. Il y a soit l'activité visuelle qu'on va pouvoir voir, donc c'est-à-dire les fouilles ou un pétillement qui va être plus accentué par rapport à l'amorçage. Et après, c'est par rapport à la durée. Si on a un spot qui est assez encombré, qui fait une belle taille, et qu'au bout d'une heure et demie, on n'a toujours pas eu la moindre touche ou le moindre semblant d'activité sur le flotteur, c'est pas la peine de rester, c'est que le poisson ne veut pas prendre ou alors on n'est pas là. D'accord. Ok. Et pour toi, PO, c'est un peu pareil? T'as un peu la même façon de voir? Ouais, après, enfin des fois je vais m'attarder sur un spot parce que potentiellement je pense qu'il pourrait y avoir du poisson qui passe en fait. Des fois par activité, mais j'essaie de l'exploiter de toutes les manières qui est possible quoi. Parce que j'ai déjà eu le tour où je pêche un arbre à droite, j'ai rien, je pêche un arbre à gauche, j'ai rien. Je décide d'aller monter sur le tronc pour aller au milieu de l'arbre, et au milieu de l'arbre, en fait, elles étaient dedans et elles sortaient pas sur les extrémités. Mais sinon après, c'est aussi au ressenti. Des fois, on se dit, ouais, le poste, il m'a l'air d'être bien. En pêchant, on le sent pas. Donc, quand je le sens pas, je vais laisser un peu de pelé, un peu à manger dessus, et je vais bouger, quoi. Après, c'est au ressenti aussi du pêcheur, quoi, des fois. D'accord, ok. Euh, on parlait des cannes il y a quelques instants. PO, j'ai une question pour soi. Que pensez-vous de la CS4 et de la Sponda AH de Colmic? La Sponda HH, c'est une bonne canne, hein, 7 mètres, modulable du kit à 7 mètres, avec ses deux mini talonnettes. Après, moi, je l'ai eu dans le fourreau. C'est une bonne canne, mais pour ma pratique à moi et pour ma façon de pêcher, j'ai pas été conquis, quoi. J'ai préféré partir direct derrière sur une margine Predator, mais après, c'est ressenti. Après, la CS4, c'est une, c'est une superbe canne hein, pour pêcher le très gros spécimen. On a vu Ray et Christophe de Leneville qui ont été faire des surgeons avec, des silures. C'est une canne super raide. C'est un vrai petit bijou, quoi. D'accord, ok. Et pour toi, Dek, t'as un avis sur ces cannes-là ou pas? Alors, bah, je vais partager un petit peu l'avis de PO. La Sponda HH, elle est sympa comme canne, hein. Elle offre pas mal de possibilités de longueur de canne en étant modulable, mais un peu trop parabolique pour pouvoir m'en servir dans mon semblant de pêche en fait. C'est la chose qui va peut-être me bloquer pour aller chercher des poissons dans les spots où je vais les chercher. Après la CS4, ouais, ça reste un monstre de puissance qui a déjà fait de belles preuves et qui va encore en faire par la suite, de toute façon, qui sans mentir, va sûrement atteindre des très gros poissons encore une fois. D'accord, ok. Après, pour revenir avec la HH aussi, après, c'est vraiment ressenti du pêcheur et puis de savoir ce qu'il va, ce qu'il va vouloir faire avec après. Il y a pas des cannes paraboliques, il y en a qui préfèrent des cannes rigides. Après, tout dépend de la pêche, quoi. Parce que du coup, on est quand même plus polyvalent avec une HH qu'une Predator.
Après, c'est vraiment au ressenti du pêcheur et surtout à sa pêche, quoi. Je vois sur votre chaîne YouTube, la dernière vidéo que vous avez faite il y a quelques jours, c'est la K40. Alors on en avait parlé sur le live que Sébastien avait fait avec Samuel sur la page Colmic, hein, ça avait été abordé à ce sujet-là, ça avait été aussi abordé sur le live que j'avais fait avec Stéphane et Christophe, mais comme ils ne l'utilisaient pas, eux personnellement, du moins Christophe, il m'avait dit oui, tu demanderas à PO quand on fera le live stalking. Donc je vous pose la question, hein, PO, t'avais la main, donc je vais te la laisser. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as pu pêcher avec un petit peu, du moins avant le confinement, qu'est-ce que tu en penses de la K40? Moi, j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu avant la commercialisation. Donc, j'ai été pêché avec. J'ai été pêché dans un privé où je savais qu'il allait avoir un peu de touche et où il y avait des gros obstacles. La canne, elle m'avait déjà bluffé au salon au niveau de sa tenue et tout. Parce qu'il faut savoir que ça fait deux ans où je pêche exclusivement que la bordure. J'avais plus de grande canne dans les mains. Mhm. Donc au salon, je l'ai pris, je l'ai senti très bien équilibré, très agréable en main et tout. Donc j'ai pu l'essayer, on a fait des beaux poissons avec. L'évolution de la Specicar avec des kits de Mandrinka. Donc tous les kits Oversize Cock, A40, les nouveaux kits de Spondaka, enfin toute la panoplie des cops passe dessus. On est sur une canne qui est renforcée sur tous les éléments. Elle fait 9 mètres, 9 mètres 20, il me semble, 9 mètres 30 sans la talonnette, 10 mètres avec la talonnette. Et c'est une superbe canne avec un excellent rapport qualité-prix, hein. Monstre de puissance, je la tiens toute la journée à la main à rôder, sans aucun souci, quoi. D'accord, ok. Merci de m'avoir répondu à cette question-là. Alors je sais pas si Deg va pouvoir me répondre peut-être. La Sponda Plus, c'est la nouvelle génération de la Sponda F1? Alors, ouais, ça a été, on va pas appeler ça une évolution, mais ça a été la Sponda F1. Ils ont modifié deux, trois choses, dont la sortie Stripa qui a été élargie, la sortie Sion qui était d'office un petit peu plus grosse pour pouvoir passer des élastiques qui sont assez conséquents tout de suite, et les mini talonnettes qui sont réversibles et interchangeables. D'accord, ok. Bon. Alors, si vous avez des questions sur les cannes, c'est maintenant, hein, parce que moi maintenant j'ai envie de poser des questions sur les élastiques, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, hein, parce que c'est un débat, hein, plein, creux, et puis après les diamètres, et puis après les connecteurs, donc il y a plusieurs façons de voir, donc on verra ce que PO et Dec ont comme idée et comme ressenti par rapport à ça. On va commencer par PO. PO, donc la pêche du stalking, tu conseillerais quoi comme type d'élastique? Plutôt des creux, plutôt des crins et plutôt des creux, plutôt des pleins, excusez-moi, et le diamètre minimum. On va commencer par du minimum. Bah après, ça va dépendre beaucoup du poste et des poissons présents, parce que souvent on a des questions, ouais, je vais sur un plan d'eau avec des poissons qui vont jusque 25 kilos. Ouais, jusque 25 kilos, mais la moyenne, faut voir la moyenne qu'on va piquer. Si c'est sur 2-3 ans où on va piquer le seul poisson de 25 kilos, on va adapter son montage élastique sur la moyenne et, et gérer bien le combat, éviter les décroches. Si on monte trop gros, de toute façon, il va y avoir des décroches, des casses. Donc après, avoir aussi, parce que plus on monte gros, faut savoir, c'est que plus on monte gros, moins les erreurs ils vont être pardonnables en fait. Donc moi, après tout dépend le type de poste et le type de poisson. Moi personnellement, je monte pas en dessous de 4 mm. D'accord. En creux ou en plein du En coup? plein, tout le temps en plein. Parce que le Pourquoi? coefficient d'élasticité est moins important que sur un creux. Donc D'accord. du coup, là, en règle générale, les creux c'est 800, on va dire 800%. Un plat, ça va être dans les 600%. Donc, pour 6 mètres, on tire, sur 1 mètre, on tire 6 mètres.
Ça laisse D'accord. moins de chance aux poissons de prendre 5-6 mètres d'élastique d'un coup. Et après, les creux, pour ma part, j'en ai déjà tendu et je trouve que ça s'use beaucoup plus vite quand on tend l'élastique qu'un plein. Ok. Merci de ta réponse assez claire, mais t'inquiète pas, je vais encore te travailler au corps pour d'autres sujets concernant les élastiques. Dec, et toi, tu as une taille minimum d'élastique dans tes kits et plein ou creux et pourquoi? Alors, c'est pareil, moi je vais partir sur une base de 4 mm. Les postes et les poissons que je recherche, c'est le minimum. Ensuite, ce sera toujours du plein. Comme l'a expliqué PO, justement, c'est le coefficient d'élasticité, il est moindre. Et pour pouvoir brider du poisson derrière, ça va être plus facile. Après, ça pardonnera moins d'erreurs, c'est sûr, qu'un creux qui va plus facilement s'allonger. Mais c'est pour moi ce qui reste le meilleur compromis pour pouvoir aller pêcher des jolis poissons en spot encombré. D'accord, ok. Dis-moi, PO, tu fais partie de la team torsade ou on torsade pas l'élastique? On va dire à 80%, ouais, 80% je pêche en torsade. Pourquoi? Après, j'ai deux kits en stripper, un pour la Speed K40 parce que je veux qu'elle soit polyvalente et quand je vais pêcher par exemple au canal ou sur des petits bosquets, j'aurai pas la même tension que si je dans un arbre en fait. Donc au lieu d'à chaque fois casser le montage, refaire une torsade, je préfère pêcher en stripper. Mais après, sinon, pour mes pêches de bordure fortes, c'est torsade. Je te dis à 80%, c'est de la torsade. D'accord, ok. Donc du coup, on torsade, donc comment ça fonctionne? Parce que moi j'ai du feeder, hein, tu sais, moi tout ça, ça me parle pas du tout. Donc c'est le même élastique on le torsade sur lui-même, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un élastique. En fait, ça va être un élastique, et à la base, en fait, là, Tu le doubles en fait. la base, ouais, en fait, il va devenir, hop, il va être à peu près grossièrement comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'on double la puissance de l'élastique comme il est doublé? On double pas, on double pas parce que c'est pas déjà sur toute la longueur. Par contre, on va rajouter on va rajouter une réserve de puissance en fait. Dès que le simple il sera à sa limite, la torsade va commencer à travailler. D'accord, ok. Donc ça laisse quand même une réserve de. D'accord. Et toi, dès que tu torsades ou tu torsades pas? Ouais, moi, c'est 90% de mes kits sont torsadés avec un montage, avec un petit montage tresse et scotch sur le kit, au cul du kit. Et je suis un adepte de la torsade. Pour moi, ça offre une vraie belle réserve de puissance. C'est comme PO l'a expliqué, c'est pas doubler un élastique, mais ça rajoute un bon gain de puissance sur des très gros rushs justement, ou sur des très beaux poissons qui vont nous mettre en limite, on va dire, d'élastique. Après, D'accord. on est à 80% de torse, 80-90% de torsade tous les deux parce on va vraiment les chercher là où elles sont, au cœur des obstacles. Donc en fait, on a du début du combat jusqu'à la fin. On peut pas se permettre de laisser un peu de mou parce qu'un peu de mou, c'est sur la ligne, elle va casser, donc le poisson va partir avec la ligne clairement dans la gueule. Donc il faut qu'on soit tendu du début à la fin. Il y a pas de, on peut pas se permettre de lui laisser une, une marge de manœuvre en fait. Mais alors comment ça fonctionne alors pour le connecteur vu qu'il est torsadé? Vous utilisez des connecteurs ou vous utilisez des petits trucs maison comme j'ai pu voir ailleurs? Comment ça fonctionne, Deck? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que tu utilises? Parce que je sais que toi tu étais un fervent défenseur des connecteurs jusqu'il y a pas si longtemps. Ouais, donc ouais, moi j'ai mis un moment à passer à un autre montage que les connecteurs. J'ai eu du mal à passer. Après, c'est vrai que donc il y a le montage d'acron, donc qui va être un bout de tresse en bout d'élastique à la sortie du sion pour pouvoir justement accrocher sa ligne avec un nœud coulant.
Et c'est vrai qu'en cas de décroche ou en cas de casse de la ligne, le retour d'élastique, il n'y a pas de plastique de connecteur ou quoi que ce soit. Donc derrière, ça ne peut pas fragiliser un kit en fait. C'est le petit plus. Et du fait que ce soit un nœud coulant sur la tresse pour accrocher la ligne, au plus il y a de la tension, au plus ça serre, donc il n'y a jamais de ligne qui s'en va en fait du Dacron. D'accord. Un Dacron, vous en avez un sous les mains pour qu'on puisse voir ou pas? Là tout de suite, non, il faudrait que j'aille Non. chercher un kit pour montrer. Attends, bouge Ouais, pas. non, vous êtes pas obligé. Si. Ah, si, c'est bon. Alors, elle va être sur quelque chose. Donc du coup, avec ton floutage, on voit pas. Hein. Ah, attends, hop, je vais l'enlever du coup. Voilà. Du coup, on va être sur quelque chose comme ça. D'accord, ok. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Ouais, ça va, ouais. Ok. On va être sur quelque chose comme ça. Et là, c'est simplement. Avec D'accord. une boucle au début pour dire que le Dacron il soit libre. Ok. Merci beaucoup. Et toi, PO, bon, toi, forcément, t'as le Dacron sous la main, donc je te demande pas si tu utilises des Dacrons ou des connecteurs, quoi. Non, moi c'est Dacron. Dacron à 100% en fait. Pourquoi? Parce que les connecteurs, ils sont fragilisés, ça pète pour un rien. Bah, j'ai jamais été déjà trop connecteur. Déjà, enfin, avant c'était quand même un peu galère à trouver des connecteurs avec une grosse sortie. Enfin, une grosse sortie pour passer l'élastique. Et ensuite, au moins en cas de retour, ça amortit parce que du coup, il y a l'élastique qui fait tampon. Et bah, en fait, moi, je suis plus. Quand je suis au bord de l'eau, il faut que ce soit rapide l'installation. Donc là, il n'y a pas plus rapide qu'un acron, quoi. C'est juste un nœud coulant qui vient se fixer et puis ça pêche tout de suite, quoi. D'accord, ok. Donc si vous avez des questions concernant les élastiques, c'est maintenant, parce qu'on va passer sur les nylons après. J'avais une question, vous changez tous les combien vos élastiques pour Autoatech en premier? Donc pour moi, ça va dépendre en fait de la tension que je vais y mettre. Donc au plus il est tendu, au plus je le changerai souvent. Après, grosso modo, en sachant que je détends mes kits à chaque fois pour ne pas les replier extrêmement tendus pour pas marquer mon élastique, je vais les changer 2 fois dans l'année. Justement, comment on détermine la tension d'un élastique? Alors là, on m'a dit, il y a plusieurs écoles, c'est par rapport au ressenti du pêcheur, c'est pas... Un pêcheur va se sentir bien dans une telle tension qu'un autre va trouver ça trop mou ou trop dur au niveau de la tension. Ça se jauge comment au début pour ceux qui se débutent dans cette pêche-là? Donc pour moi, la tension, c'est exactement comme tu viens de le dire en fait. Pour moi, ça va être au feeling. Après, en étant quand on est débutant, commencer avec ce type de montage et des grosses tensions comme ça, ce sera peut-être pas la meilleure des choses possibles. Et ça permettra pas d'erreur en fait déjà d'une. C'est au plus ça va être tendu, au moins on aura le droit au faux mouvement ou à la moindre erreur en fait durant le combat. C'est tout de suite le matériel qui va en pâtir. Donc pour moi, ce sera plus un réglage au feeling au fur et à mesure des sensations que j'ai eues auparavant en fait. Alors PO, j'ai deux questions pour toi. Pourquoi pas utiliser des montages type araignée du coup? Parce que j'ai essayé, mais pour le silure, j'avais utilisé un montage araignée. Après, pour la carpe, j'en avais utilisé, mais je trouve que l'élastique, il prend cher assez vite, en fait. Même en le protégeant un petit peu, pas le dacron, moi, je suis sûr que moi, j'utilise de la tresse gainée, de la tresse plombée. Euh, j'ai jamais eu un dacron le nœud y a lâché ou quoi, tandis qu'avec un nœud araignée, j'ai déjà eu une mauvaise surprise et bah, du coup ça m'a vacciné. Je suis pas fan en fait. D'accord, ok. Merci pour tout. Donc là on a les réponses concernant les élastiques. Du coup là on va passer au nylon que vous utilisez, nylon ou tresse d'ailleurs, je sais pas du tout.
Pour toi, Deck, quand tu pêches, tu utilises quoi comme nylon si c'est du nylon que tu utilises? Alors, je vais avoir plusieurs diamètres à utiliser et deux types de lignes. Je vais avoir soit du nylon, donc du vrai nylon. Ouais. Donc, je vais partir sur le Colmic Steel en nylon. Rapproche-le, décale-le vers ton visage, Voilà, voilà, c'est ça, très bien. Parce que là, en fait, comme j'ai recadré vos têtes tous les deux, voilà, là, on est nickel. Parfait. Donc, je pars sur le nylon, je vais partir là-dessus. En diamètre, ça va être du 25, du 30, voire du 35 sur des très très grosses pêches. Et vraiment Ouais. sur des postes où j'aurai très très peu de manœuvre, de place de manœuvre. Et après, sinon, je vais utiliser donc le fluoro que Colmic a sorti. Donc, ça va être le Secol. Oui, on en a déjà parlé, ouais, tout à fait. Voilà, donc le Secol, je l'utilise de par son côté invisible dans l'eau, en fait, qui va rapporter sur des étangs difficiles, qui va m'apporter un petit peu plus de chances de pouvoir piquer des poissons tatillons. D'accord. Euh... PO, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent ah, c'est trop fort comme nylon, on n'est pas obligé de monter si haut, 25-30 centièmes c'est largement suffisant, au-dessus ça sert à rien. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton point de vue par rapport à ça? Bah moi mon point de vue c'est que enfin déjà au vu des postes qu'on pratique, monter du 25, avoir 50 touches sur la journée et sortir un poisson ou deux pour 50 touches, laisser repartir les 48 autres avec des lignes dans la gueule, c'est pas mon optique. Je préfère avoir une touche sur la journée, assurer le poisson, le mettre au sec et, et le laisser, la remise à l'eau la plus propre possible. Moi, je suis dans l'optique où je préfère monter plus gros, assurer mon poisson, qu'avoir plusieurs touches et au final, pas, pas en ramener pas en remettre un au sec, quoi. Et toi tu es comme Deck, au niveau des diamètres c'est un peu pareil ou toi tu vas carrément au-delà? Bah, après, tout dépend de la saison, hein. Je peux descendre jusqu'en 22 l'hiver. C'est pas rare où je monte en 30, en 33, 35 ou 40. 40 centièmes. Ouais, D'accord. la dernière pêche où j'ai fait bah, avec Deck sur un plan d'eau de son côté, j'ai pêché en 40. Après, on avait quand même des infos, pas mal d'infos sur le plan d'eau où on savait qu'il y avait du très gros poisson et que dans le fond, visuellement sur la vidéo, on voit pas le spot vraiment bien. Par contre, dans le fond, il y avait du bon gros obstacle. D'accord. Deck, on a une question pour toi. Pourquoi le C-Call de Colmic? D'abord, Alors, pourquoi et pourquoi pas, quoi. Forcément. Euh, pour moi, l'avantage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le côté invisible dans l'eau en fait du fluoro. Après, il a, à mes yeux, une meilleure résistance à l'abrasion que le style. Donc, sur des postes qui vont être très difficiles, avec, avec la possibilité de toucher du beau poisson, voire du très beau poisson, le sécole sera privilégié par rapport au style pour moi. D'accord. Ok. Il y a une question concernant les nœuds pour le montage. C'est Olivier Lachinski. PO, toi, donc pour accorder ton Dacron donc à ta ligne, c'est quoi comme nœud que tu utilises? Bah, en fait, c'est un nœud basique. C'est en fait une grande boucle, une vraiment grande boucle. Je fais un nœud en 8. Je refais une petite boucle avec un nœud en 8 à l'extrémité de la grande boucle. Et après, c'est juste un nœud coulant, en fait. Et après, s'il parle au niveau de l'hameçon, après, c'est beaucoup dans ma tête. On va dire à 95%, je pêche avec une boucle au bout pour laisser l'hameçon libre. Et quand je veux que je décroche ou quoi, bah, en fait, je passe au palomar. Mais c'est uniquement dans ma tête, hein. Mais c'est des faux fous. Enfin, j'arrive pas à me comprendre moi-même. C'est compliqué ça si tu n'arrives pas à te comprendre toi-même. Et toi, Deck, tu utilises quel nœud de raccord? Donc, quand je vais être mis en dacron, parce que j'ai quand même encore un qui
où j'ai un connecteur, j'ai eu du mal Ah, il y à a du le- mal à lâcher le truc, hein, il y a du Ouais, mal, il y a du ouais, mal. j'ai C'est quand même, sentimental. c'est mon kit qui va être le plus faible dans tous ceux que j'ai en fait, donc j'ai gardé un connecteur dessus. Pour le connecteur, ça va être une boucle, un nœud en 8 comme on appelle, hein, juste une double boucle en fait pour accrocher. Et après sur le Dacron, ça va être pareil que 6PO, ça va être la double boucle, donc l'une au-dessus de l'autre avec un nœud coulissant pour bloquer sur le Dacron. Et à l'hameçon, par contre, je suis 100% Palomar. Donc j'ai cette préférence. Le- L'appât est pas articulé, mais après, je pêche toujours avec le même type d'appât. Donc j'ai pas besoin obligatoirement d'articulation, mais c'est un nœud qui, justement, dans l'œillet de l'hameçon, va être doublé, en fait. J'aurai deux passages de fil et au lieu d'un. Donc c'est pareil comme dit PO, c'est dans ma tête, en fait. Pour moi, il sera plus résistant que la boucle. D'accord, ok. J'avais encore une question pour toi, Dec. Quelle résistance pour le Xilo? C'est Olivier Lachinsky qui vend ça. Alors, le Xylo, c'est un très bon nylon, mais qui va être à utiliser exclusivement en plein eau. C'est un nylon qui a une très grande résistance à la traction, mais qui sur les frottements, sur l'abrasion, est très très limité. Donc c'est vraiment un nylon où si on pêche de la pleine eau avec des poissons de taille raisonnable, j'ai déjà fait des très beaux poissons avec du xylo en pleine eau, mais c'est vraiment exclusivement pour la pleine eau. Et c'est vrai que le 20 centième, déjà, par exemple, a une très belle résistance. De mémoire, il doit tourner à 5-6 kg de résistance à la traction pour du 20 centième. D'accord, ok. Alors j'ai une question pour PO de la part de Clément Adeline. Tu fais un nœud sur le lead core ou une épissure? Non, moi je reste dans la simplicité. Je fais un nœud basique en fait. Je laisse de l'excédent quand même et je viens brûler le tout en fait pour faire une boule. Alors pour les incultes comme moi, hein, voilà, c'est quoi une épissure? Ah, une épissure, c'est beaucoup utilisé dans la batterie en fait. C'est avec le lead core. On vient enlever le plombage qu'il y a au milieu du lead core en fait. Et en fait, la tresse, on vient de la repasser en fait, à l'intérieur de la tresse, à la place du plomb. Du coup, ça fait une. D'accord, ok. Et Ah en ouais. fait, c'est pour les montages, quoi. Pour les montages lead core. Bon, je me coucherai moins bête ce soir. De toute manière, sur tout ce live, je pense que je vais être comme une éponge. Je vais m'imbiber, hein, m'imbiber de votre savoir, mais uniquement de votre savoir, hein, messieurs. On reste comme ça entre nous. Hein. Y a pas de problème. Hein. Au niveau du nylon, vous utilisez du fluoro ou pas? Deck, est-ce que tu utilises du fluoro sur tes pêches? Donc ouais, j'utilise. Donc le Secol, comme je le disais tout à l'heure, c'est du fluoro. Je l'utilise en grande partie. J'ai vraiment une attirance, même si j'ai eu du mal à passer dessus. Depuis que je l'utilise réellement et qu'il m'a fait ses preuves et que j'ai vraiment été conquis, ouais, je l'utilise énormément. D'accord. Et toi, PO? Ah bah moi, pareil, j'avais eu la chance d'avoir quelques bobines avant la commercialisation et bah je crois que j'ai toujours pêché avec depuis ce temps-là, quoi. D'accord, ok. Mais à la base, le fluoro est pas plus cassant que à diamètre équivalent que du nylon traditionnel. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Ceux qui disent ça, Théo. Franchement, bah, après dans nos pêches, enfin limite je prends la bobine, je vais pas regarder la résistance en kilos de la bobine en fait. Moi ce que je vois c'est beaucoup l'abrasion et ce que j'ai vu pendant les tests que j'ai effectués avec, c'est que le fluoro a frotté contre des fois des belles écorces. Le poissonnier a été au sec et bah, ça aurait été même avec du style, je suis sûr que ça aurait cassé. Après, à savoir que le fluoro, il n'y a quasiment pas d'élasticité. Donc, on a plus vite le contact avec le poisson. Mais moi, enfin, niveau abrasion, je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'un fluoro, quoi. D'accord, ok. Alors, je vais répondre à Maximilien Demoulin dans les commentaires qui pose une question type Carpodrome. Alors, Maximilien, je t'invite à regarder le live qu'on a fait avec Stéphane
et Christophe de chez Colmic, justement, on aborde une partie coup au blanc et une partie coup carpodrome. Donc Christophe a répondu dans ce live à toutes les questions relatives à cette pêche. Donc va dans les lives disponibles en replay sur la page et tu trouveras ce live là où tu vas directement sur la page Colmic. Il a été partagé sur la page Colmic, tu vas le retrouver et tu vas trouver toutes ces questions là relatives aux questions carpodrome, parce que là on est sur un live spécimen plus axé, complètement axé à 100% sur la pêche du rondé. Donc, on va pas répondre à ta question là aujourd'hui. Voilà. Donc je te remercie, PO. On va passer un petit peu au type de flotteur que vous utilisez. Après on passera au banning, hein, vous inquiétez pas, aux hameçons aussi les amis. On va les triturer un petit peu, les nœuds, tout ça. On va tout faire bien, vous inquiétez pas. Mais là on va passer au flotteur un petit peu pour changer. Dès que tu aimes utiliser quoi comme flotteur et le grammage habituellement? Alors, moi, je pars sur la gamme des flotteurs Colmic. Ils ont quand même une belle gamme. Donc, je vais avoir 3 types de flotteurs, en fait, que ce soit donc, par rapport à la forme. Après, les grammages, je vais être quasiment tout le temps sur le même type, sur le même poids. Je vais toujours être entre 0,50 et 0,75. Je pêche des étangs qui ont un minimum de profondeur. Ils sont assez souvent soumis au vent. Donc, il me faut une belle tenue de ligne pour justement ne pas trop gêner sur la tenue de la ligne et ne pas effrayer les poissons en fait. Donc je vais avoir les derniers Colmic Titanium qui sont sortis. On voit donc avec une longue antenne à plusieurs couleurs. Ouais. Après, je vais utiliser souvent des formes pencil. Donc les anciens de chez, enfin les anciens, les avant-derniers, on va dire, avec une antenne entre 3 et 5 cm de longueur. Et après, je vais avoir la forme boule, qui est mes préférés. Ça va être, c'est ce qu'il y a de moins porteur au vent, c'est ce qu'il va y avoir de plus sensible quand le vent sera présent, c'est ce qu'il y aura de plus sensible comparé à un flotteur pencil qui aura une grosse prise au vent. Et c'est ce qui se porte très bien dans l'eau et c'est assez réactif par rapport aux touches qu'on peut avoir et à la pêche qu'on a en fait. D'accord, ok. Tu utilises des flotteurs à pattes? Ouais. Ouais, donc le flotteur que je montrais tout à l'heure, Ouais, ça c'est un flotteur à pattes, ça. c'est ça, donc avec une longue antenne, l'antenne fait, je dirais, 5-7 cm. Et justement, c'est fait exprès pour pouvoir voir le travail de la patte. On va commencer avec un flotteur qui va sortir très peu de l'eau. Et au fur et à mesure, on va le voir remonter. Et comme ça, c'est un indicateur en même temps de touche et un indicateur de dissolution de la pâte. Est-ce que tu fais partie de la team où on met des plombs sur un flotteur à pattes ou on met pas de plomb? Alors moi, je suis pas partisan des plombs sur une ligne à pâte. D'accord. Je me dis que si le sondage est très bien exécuté et réalisé, le flotteur tiendra très bien. J'ai pêché dans des 4-5 mètres de flotte avec du courant et il n'y a pas de souci, ça tient. Si le flotteur est bien pris, le fond est bien pris et que tout est fait pour moi, il n'y a pas de réel souci. D'accord, ok. Je te remercie. PO, allez, la même, en couleur, dis-nous tout. Alors, qu'est-ce que tu utilises, toi, comme type de flotteur? Ouais. D'accord, ok. Bah, écoute, je te remercie. De toute manière, si vous avez des questions concernant les dis pas de son. Il n'y a plus de son. On n'entend pas. On n'entend pas PO. Attendez. Je vais regarder. Ah. Est-ce que tu peux refaire ton intervention, PO, s'il te plaît? Excuse-moi. Il y avait un petit problème dans le logiciel. Ah. Bah, comme je disais, moi je pêche aussi avec les flotteurs Colmic. Et on va dire
Après, j'ai une autre gamme de flotteurs, c'est les flotteurs du, du Poto Marco, des flotteurs tournés main, comme ceci. Et pareil, pour les grammages, tout dépend de la pêche. Mais en règle générale, je suis entre 0,3, 0,4, voire 0,5. Mais souvent, en règle générale, c'est 0,3, 0,5, quoi. En forme pencil pour la plupart du temps. Après, si la situation, elle le permet pas, je vais pêcher que des diamants ou des boules. D'accord, ok, je te remercie. Donc là, Ouais. logiquement, ça devrait être bon au niveau du son. Les amis vont pouvoir me confirmer ça dans les commentaires. Voilà. On va repasser donc en plein écran pour vous deux. Voilà, on va faire ça. Je vais juste revenir chez Deck. Ouais, d'accord, ok, je vais devoir rajouter... je vais devoir faire une petite gymnastique quand je vais passer en plein écran chez Deck. D'accord. Ça marche. Oui. Donc du coup, excusez-moi, j'étais un peu perturbé par rapport à mon petit business de micro et de sources. Pas évident hein, quand on reçoit plusieurs invités, les amis, pour gérer les sources audio dans le logiciel OBS. Je vais rigoler la semaine prochaine quand j'aurai une dizaine de sources à ajouter. Parce que je vais recevoir des youtubeurs. Donc je dis 10 sources, mais on sera beaucoup moins, on sera peut-être 5-6 sur le live, mais on va rigoler quoi. Au niveau des plombs, quand vous devez utiliser des plombs sur vos lignes, vous utilisez quel type de plomb Deck, est-ce que tu peux répondre en premier, s'il te plaît? Alors, je vais utiliser des plombs classiques, même si je t'avouerai que ça doit faire 2 voire 3 ans que j'ai pas mis un plomb sur une ligne, en fait. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment, je suis vraiment pas adepte de. Toute l'année, je vais pêcher à la patte. Je suis un fervent pêcheur à la patte. Et je t'avouerai que ouais, ça doit bien faire. Je sais même pas si j'ai déjà mis un plomb depuis que je pêchais, depuis qu'on a créé la team, en fait. Après, si je dois en utiliser, je vais partir sur des plombs cylindriques assez bien centrés. D'accord, ok. J'ai une petite vanne pour toi, PO. C'est Chris Carper qui dit PO, tu t'es fait tout beau, du moins tu as essayé. Ouais, c'est un petit message Ah, à lui faire passer. Ce qui doit être beau lui aussi, je suis sûr. ah ouais, non, mais c'est le chat noir, lui. Ouais, pourquoi? Ah, Explique-moi. ah, Allez, parce que on va partir dans les graviers un peu là. si je devrais tout raconter, franchement, si t'as le temps jusque minuit, 1 heure, et encore, je te raconterai qu'une partie, quoi. C'est le Euh, type où il vient avec toi, il y a rien qui se passe comme il devait se passer, quoi, mais ça on reste en un beau connaît, gars quand même, hein, on l'aime bien. On en connaît tous, hein, des comme ça. Ouais, ils sont juste bons pour la buvette, hein, voilà, quoi. Pour décharger, charger le matos, c'est tout, quoi, voilà. On Encore le même sait. ça, je sais pas s'il le fait bien. Ah bah voilà, voilà. Bon, en fait, t'es juste bon pour conduire, en fait, c'est très très bien. Non, je plaisante, hein, je te connais pas. Chris Carper, je te connais pas, et je t'en vais. Non, c'est un beau gars. Donc du coup, pas de plomb pour toi, Deck. On essaie de mettre un peu d'humour hein, quand même. C'est de la pêche, on est en confinement, on est tous un peu tendus. On essaie de mettre un peu d'humour, c'est que ce soit fun pour tout le monde. Hein. On est des amis pêcheurs, donc voilà. Enfin surtout vous, parce que moi je suis un escroc, je pêche pas. Voilà, hein. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire dans les commentaires, ouais, pêcheur, pêcheur. Donc voilà, je préfère le dire. Oui, j'assume. Je suis plus doué avec ça. Voilà. Désolé. Donc on est sorti complètement de l'interview, mais on va la reprendre. Donc toi, PO, tu es plutôt plomb ou pas plomb? En règle générale, sans plomb. En règle générale, je dis bien, parce qu'après, si la pêche, je sais il y a des fois où on a été pêché, c'était tempête, enfin, la ligne, elle était pas présentable, quoi, donc du coup, je rajoute des plombs. Mais je rajoute des plombs en fonction de la pêche, en fonction du vent, en fonction du courant. Après, pour la plupart du temps, quand les eaux ils sont calmes, non, je mets pas de plomb. Je mets pas de plomb, par contre, ouais, il faut un sondage assez propre, quoi. Mais alors, ouais, ça c'est sur des lignes à pattes, quoi. Ouais. C'est quand tu utilises d'autres appâts, tu plombes tes lignes. Non? J'utilise quasiment, on va dire 95% de mes pêches, ça va pas en fait. Ah, d'accord, ok. Bah, C'est justement, après. 95% de mes pêches, c'est rare que, enfin, faut que je sois en déprime ou faut que ça mord pas à la patte pour essayer quelque chose d'autre, mais souvent, enfin, à la patte, le résultat il est là, été comme hiver, après, ouais, j'ai pas de, ouais, non, c'est 95% de la patte, quoi.
Alors j'ai une question de Jeff, et je suis content que Jeff, pourtant pêcheur au feeder, enfin du moins je le connais parce qu'il pêche au feeder, mais là il pose beaucoup de questions concernant cette pratique-là. Question matérielle, pour toi Dek, on va commencer par toi et PO finira par la suite. Vous avez beaucoup de matos pour vos sessions ou juste le strict minimum? Quel est le strict minimum pour vous? Alors, sur le type de pêche que je pratique, je vais avoir le strict minimum en fait. C'est donc pour moi qui se compose de mon tapis de réception, mon épuisette, les appâts, l'amorçage, mes lignes et mes cannes. Je prends pas plus. J'ai pas de station, je vais pas avoir de superflu à côté, de porte-kit, de kit en rab ou quoi que ce soit. C'est vraiment être le strict minimum pour être le plus rapide et le plus propice à pouvoir se déplacer si besoin. Ah oui, parce que ça, justement, c'est une pêche, le stocking, qui demande pas forcément beaucoup de matos. Une très bonne canne, une ou deux très bonnes cannes dans son fourreau, un siège pour s'asseoir s'il y a besoin. Et encore, je suis pas certain que tout le monde utilise des sièges. Ouais, Un tapis, une épuisette et ça roule, quoi. c'est ça, même le saut de pelé peut faire l'affaire pour s'asseoir. Voilà, c'est ça. Et pour toi, PO, le strict minimum du coup, c'est ce qu'on vient de décrire, quoi. Une ou deux cannes, un tapis, une épuisette et les appâts et c'est bon, quoi. Alors, une ou deux cannes, en fait, après, ça dépend si je connais le plan d'eau ou si je le connais pas du tout. Parce que souvent, je vais prendre, enfin, si je connais le plan d'eau, je vais savoir à peu près où le poisson il se situe, donc je vais sélectionner qu'une canne, en fait. Mais souvent, c'est une canne, l'épuisette, mon tapis qui fait office de sac, un seau de pelé, je prépare les pastas tout de suite au bord de l'étang, comme ça, je suis tranquille. Et puis en avant, quoi. D'accord, Mais ok. vraiment le minimum, quoi. Puis les sièges, on va dire 90% du temps, je mets mon cul à terre, en fait. Alors, il y a une demande en mariage dans les commentaires, je vous laisserai l'analyser. Moi, je fais pas ce genre de choses en live, donc je vais voir le commentaire, mais je le citerai pas. Donc du coup, vous montage de lignes deck, c'est en direct ou vous utilisez des bas de ligne? Donc non, 100% en direct. Vu les intensités de combat et les postes, le moindre raccord sur une ligne casserait. Même si on augmenterait un petit peu les diamètres, ce serait un coup à casser les lignes à répétition. Donc que du montage en direct. D'accord. Pareil pour toi, PO? Ouais, que du direct. D'accord, ok. Alors, bon là, je suis désolé pour les feederistes qui vont nous écouter, là vos oreilles vont saigner, vous allez pleurer et tout, mais je suis désolé, on va parler des hameçons. Alors nous, on n'utilise pas ce genre d'hameçon là, quoi, mais c'est pas grave, hein. On va se faire violence, on va écouter vos propos sans avoir mal aux oreilles. Donc, bon, je plaisante bien entendu. Donc PO, qu'est-ce que tu utilises toi comme type d'hameçon et tu vas de quelle taille jusqu'à quelle taille? Vas-y, dis-nous tout. Bah moi, du coup, je suis sur des hameçons que je prends au rayon batterie. Concernant la taille, ça va pour la plupart du temps, du 8, ça peut aller jusqu'au 6, voire 4. Un peu plus rarement, mais c'est entre 8 et 6 la plupart du temps, quoi. Pas de deux. Non, pas de 2, mis à part pour quand on va silure ou. Mais non, c'est rare. Du 2, après, ça fait déjà énorme. Déjà du 8, du 6 en gamme batterie, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, j'avais cru comprendre que si on monte trop dans les hameçons, on a plus, enfin quand on monte, je veux dire, euh, quand on prend genre du 10 ou du 12, on a plus tendance quelquefois quand on va tirer dessus à déchirer les bouches des poissons que si on descend en gamme, en taille d'hameçon, parce qu'on va prendre plus de chair justement et donc ça déchirera moins ça abîmera moins le poisson. Est-ce que tu as un avis sur la question, PO, ou pas du tout? Ouais, pour toi, c'est... Moi, je suis dans cette, dans cette constatation-là. Au début, j'ai essayé de pêcher en petit hameçon parce que du coup, en communaux, c'était comme ça, donc j'ai essayé. Sauf que, bah, force est de constater que un, deux, trois poissons,
l'hameçon, en fait, comme on est obligé de brider, ben, il glissait et ça arrachait la bouche, en fait, la peau du poisson à l'intérieur. Du coup, je suis monté en taille d'hameçon, prendre beaucoup plus de chair. Et une fois que enfin, l'hameçon est ancré, j'ai plus eu de soucis de ce niveau-là, de bouche abîmée comme j'ai eu avec des petits hameçons. D'accord, ok. Et tu es plutôt micro ardillon ou sans ardillon, du coup? Ça ça va dépendre. Non, je vais pas mentir, il me dérange pas plus que ça. L'ardillon, les bouches, elles sont pas plus abîmées. Après, quand c'est je vais par exemple dans un privé où il faut enlever l'ardillon, enfin, je l'enlève. C'est c'est un débat qui est stérile depuis des années, que ce soit à batterie. Si je pêche en public ou quoi, la plupart du temps, je le laisse, hein. D'accord, ok. Et pour toi, Deck, même question, tu utilises quel type d'hameçon, ardillon sans ardillon, et de quelle taille jusqu'à quelle taille sur tes pêches? Alors, moi, je vais partir sur quasiment qu'une seule marque. Au niveau des hameçons, j'ai vraiment une très grosse préférence. Donc, ça va être que je vous montre. Donc, ça va être les Gardner, le modèle Incisor. Et au niveau des tailles, je vais jongler entre 6, 8 et 10. Le 10 sera vraiment que pour l'hiver. Je vais vraiment l'utiliser en basse saison et en période froide. Après, le 6 et le 8, je vais l'utiliser sur 75% de l'année. C'est des hameçons qui ont des ardillons, mais que j'écrase avant chaque pêche, en fait. C'est une préférence pour moi. C'est en cas de casse, je sais que le poisson perdra assez rapidement sa ligne. Et une fois arrivé dans l'épuisette et sur le tapis, ça prend une seconde à retirer et il en est libéré. D'accord, ok. Je te remercie. Deck, donc du coup, si j'ai bien compris, donc on est en montage direct, vous utilisez dans 90% de temps pas de plomb, vous pêchez énormément à la patte, donc du coup, une ligne c'est facile, c'est rapide à monter, vous mettez le flotteur, on fait le nœud à l'hameçon et puis ça pêche quoi. On prend le fond et ça pêche quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et c'est quoi le nœud de raccord au niveau de la ligne vers l'hameçon? Donc moi, je suis sur un nœud Palomar. Donc c'est un nœud qui est doublé dans l'œillet. J'ai deux passages. Le fil il passe deux fois dans l'œillet. Et je fais un nœud par-dessus et je repasse dans une boucle et je resserre. Tout en mouillant bien mon nœud pour éviter les échauffements du fil. D'accord, ok. Et pour toi, PO, c'est exactement pareil, le même nœud, Non, moi, c'est 95%, c'est une boucle. une boucle, c'est-à-dire, explique-nous. Bon, en fait, je viens. Prends un élastique, tu pourras bien le montrer comme ça. Là, là. Je sais, je suis chiant, hein. Mais non, de toute façon, j'avais déjà tout préparé. Je m'en doutais un peu des questions. Ouais, t'as les questions du casse-couille. Hein. Du coup, je serais sur ça, quoi. Je sais pas si on... Ah, je sais pas si on verra bien. Bon, en fait, l'hameçon, il est libre, en fait. D'accord, ok. Ah ouais, c'est un hameçon libre. Ouais. En fait, c'est juste une boucle et l'hameçon, il vient se poser et il est tout à fait libre. C'est pour une mobilité de lèche, mais alors du coup, est-ce que c'est utile, vraiment très utile, vu que tu pêches à la patte? Est-ce que tu as vu des différences? Bah toi, vu que tu fais un nœud différent de deck, est-ce que tu as pu constater que tu avais moins de loupés par rapport à deck? Alors, on va pas me mettre en compétition les mecs, hein, parce que comme tu fais différemment, quelle est la propriété positive que tu trouves à faire ce type de nœud? La propriété, ce sera vraiment une mobilité d'hameçon et enfin, pouvoir piquer un peu partout dans la bouche pour moi. Et après, plus de résultats qu'au Palomar. Après, c'est beaucoup. Enfin, moi, j'ai une entière confiance en ce nœud. Dès qu'il y a une entière confiance en le Palomar. Après, comparer, on peut pas comparer nos deux nœuds sur un.
sur des pêches, puisque c'est des grands plans d'eau la plupart du temps qu'on pratique et c'est enfin, d'un jour à l'autre, ça peut être une pêche carrément différente. Donc comparer, on peut pas trop comparer quoi. Après, j'ai D'accord. pas trop de décroche avec, que pour moi ça roule quoi. Alors il y a Jeff qui demande une boucle de combien de centimètres? En règle générale, ça doit faire ouais, je pense 2,5, 3 centimètres, je pense. 2,5, 3 Ouais, centimètres, ok. à vue d'œil, ouais, comme ça. Alors j'ai une question pour toi, Deck, de Christophe d'Herbecourt. J'ai pas mal cassé avec des palomars, et le nœud sans nœud, style carpiste, tu en penses quoi? Les casses avec un nœud palomar, c'est peut-être un nœud mal réalisé, ou alors qui n'a pas été bien humidifié, parce que c'est même ce nœud-là que j'ai utilisé au sciure et qui m'a jamais fait défaut. Et le nœud sans nœud, c'est assez intéressant quand on veut utiliser un cheveu en fait, donc pour pouvoir présenter un appât autrement. Et quand je dis appât, ce sera pas de la pâte parce que sur un cheveu, on ne pourra pas lui présenter de la pâte. Après, c'est un nœud qui a déjà fait ses preuves aussi, mais qui est vraiment plus typé carpiste parce que la présentation de l'hameçon ne sera pas pareille. D'accord. Ok. Bon, j'espère que là, la réponse a été claire. Donc on a vu à peu près le choix du spot, mais bon, là, après, le sens de l'eau, ça s'apprend pas, il faut pêcher pour ça, hein, les gars. Nos intervenants de ce soir ne vont pas vous apprendre à pêcher en un live, hein, il faut être cohérent. C'est facile, hein, sinon on serait tous champions, hein, voilà. Mais c'est pas le cas, malheureusement. On a vu un petit peu le choix des cannes, les types de cannes qu'il fallait utiliser. On a vu un petit peu les tailles d'élastique, les nœuds de raccord, si c'était avec des connecteurs, avec des dacrons. On a vu un petit peu les tailles de nylon. Alors nos intervenants de ce soir n'utilisent pas pour les 90% de leur pêche des euh, des des plombs. Voilà, je vais y arriver. Hein. Voilà, ils n'utilisent pas de plomb. Ils vous ont expliqué un petit peu le type d'hameçon qu'ils aiment à utiliser et les nœuds de raccord. Donc voilà, je pense qu'on a fait une belle revue. Maintenant, on va passer donc au à l'amorçage, hein, et puis aux pâtes utilisées et à son utilisation. Donc PO, quand tu arrives et que tu commences ta session, tu aimes utiliser quel type quel type de choses tu aimes utiliser en amorçage, tu utilises plutôt des èches végétales, plutôt tu ramènes de la protéine avec des pelés, comment ça fonctionne chez toi un amorçage? Bah, la plupart du temps, je serai sur tout le temps la même base, en fait, sous des pelés extrudés ou des pelés. Soit des pelés extrudés tout basique, en fait, qu'on achète en sac. Ou soit je vais l'agrémenter de pelés surdosés et un peu de babycorn surdosé de chez Christophe Guidé au poisson d'étain, du magasin au poisson d'étain. Là, on va dire que 100% de mes pêches, c'est un amorçage aussi simple que ça, quoi. D'accord, ok. Chenvi, maïs, pois chiche? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est même pas que j'aurai le temps de le préparer et je le préparerai, mais en fait, faute de temps, je reste sur la même base, en fait. D'accord, ok. Et toi, Dec, ton amorçage, tu le prépares différemment? T'as une autre façon d'approcher tes spots? Ou c'est kiff-kiff pareil? Non, c'est similaire à 95%. Peut-être avoir un petit peu plus de babycorn ces derniers temps, je pense. Alors que auparavant c'était plus PO qui avait plus de babycorn dans son amorçage. Après, c'est des babycorn qui restent de la gamme qu'on utilise déjà. Mais non, c'est vraiment similaire comme approche. D'accord, ok. Au niveau des pâtes, alors là, il y a plusieurs écoles. Sur mouillage, après il y a différents parfums également. Sur mouillage plutôt sec, alors il y a des pêcheurs qui aiment pêcher avec une pâte qui est plus ou moins sèche, d'autres qui surmouillent. Toi PO, tu es plutôt comment tu aimes à utiliser ta pâte toi? En règle générale, souvent j'utilise molle. En règle générale. Après, ça m'arrive de la faire sèche parce que soit trop de nuisibles sur le coup, soit une grande profondeur et je veux que la boule de pâte elle tienne.
Mais en règle générale, c'est bien mouillé en fait. Enfin, D'accord, molle ok. pour dire que dès que la carpe elle l'engame, à la limite l'hameçon il est déjà en train de se libérer quoi. D'accord. C'est pour qu'elle travaille beaucoup plus vite, en final. Pour qu'elle travaille un peu plus vite, ouais, mais c'est plus pour que la carpe, au moment où elle va aspirer, l'hameçon il est déjà à moitié dégagé de la patte et que ça pique quasiment tout de suite, quoi. D'accord, ok. Et au niveau des arômes, c'est en fonction des saisons ou t'as vraiment des préférences? Je suis un fervent défenseur de la Monster Black Crab chez Chris. D'accord. C'est, c'est mon, ça, c'est la peau que j'utilise, on va dire, à 70% dans mes pêches, quoi. Et les pâtes imitation pain, comme on peut voir actuellement un petit peu, ça commence à, il y en a quelques-unes qui arrivent, des pâtes blanches qui imitent la mie de pain. T'as déjà utilisé, toi? Non, j'ai pas utilisé de la mie de pain, oui, j'en utilise. Après, de la pâte à la mie de pain, non, j'ai jamais utilisé. Enfin, c'est pas des pâtes à la mie de pain, c'est des pâtes imitation, c'est des Ouais, pâtes enfin, blanches. imitation. Voilà. D'accord, ok. Alors, et toi, Deck? C'est quel type d'arôme tu as utilisé et est-ce que tu es dans la même utilisation de la pâte que PO vient de nous expliquer? Donc ouais, je vais rester sur une pâte molle quand même pour éviter justement de rater des touches ou de décrocher des poissons suite à une mauvaise piqûre. Après, ça va être... je me suis déjà vu avoir des touches où le poisson se pique tout seul en faisant lui-même sortir l'hameçon de la pâte. Donc c'est vraiment, enfin c'est ce qu'il y a à mes yeux de mieux pour pouvoir pêcher à la pâte. Ça permet une meilleure diffusion et un meilleur engamage et une touche plus nette, une vraie piqûre nette en fait. Après, niveau arôme, je vais avoir une très très grosse préférence pour la crayfish, qui pour moi se rapproche énormément de la nourriture naturelle qu'elles peuvent trouver en fait, qui va être les écrevisses. On sait tous que c'est entre guillemets, on va dire, leur péché mignon, elles adorent s'en nourrir. Donc c'est vraiment un arôme de la gamme concept qui me suit partout en fait. D'accord, ok. Alors, pendant que vous êtes en train de nous parler, je vais montrer un petit peu votre page Facebook. Donc, les gens, justement, on est en train de parler des pâtes. Bah, justement, il y a des pâtes là, on voit dans des, euh, dans des tubes, hein, laissés, hein. On voit les pâtes à crise, tout ça, et on voit les poissons que vous avez pu sortir. PO, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi ton record? Ah, vas-y, fais péter les chiffres, les gens adorent les chiffres habituellement. Vas-y, c'est quoi ton record en rodé? À rôder, ouais, j'aime pas trop parler de chiffres, quoi, mais on va dire plus de 25. Allez, vas-y, quand même, fais péter les chiffres, hein, ça fera de l'audimat. Hein. On adore ça, chez nous, on est connus pour ça, quoi. Euh, Plus de ouais, 25 l'année dernière sur une session justement avec mon chat noir où ça a été ouais. compliqué pendant presque 36 heures et où on a décidé de changer de plan d'eau, arriver sur un autre plan d'eau, 5 minutes de pêche et le poisson était en dessous. Et ça a été clairement un peu, enfin, joie quand on l'a vu sortir, quoi. D'accord, ok. Et toi, Deck, vas-y, fais-nous péter les chiffres. C'est quoi ton record absolu depuis que tu pratiques le stalking, le rodé? J'ai dépassé les 20, un petit peu avant le confinement, je l'ai réaugmenté de quelques grammes, c'est pas énorme, quelques centaines de grammes, mais ouais, je suis au-dessus de 20. Je suis en dessous de PO, mais je suis au-dessus de 20. D'accord, ok. Il y a Seb Shirley qui demande à quand une pêche démo dans l'Oise. Bah écoute Seb, après confinement, il n'y a pas de souci, sachant qu'on n'est pas loin, ouais. D'accord. Ok. La pêche du stalking, pour vous, c'est une pêche toute saison ou il y a vraiment des saisons qui sont vraiment plus adaptées pour cette pêche-là? PO, s'il te plaît. Bon, ouais, au niveau facilité, ce sera la belle saison. Parce que du coup, avec le soleil, on a plus de, comment dire, on a plus de visuels sur l'activité des carpes qu'en plein hiver. Mais après, ça se pratique toute la saison, en fait. Saison, après, c'est plus facile quand il commence à faire beau, les eaux qui se réchauffent.
mais ça se pratique toute l'année, quoi. D'accord, ok. Et toi, Deck, c'est toute saison ou pour toi, t'as des préférences? Non, enfin, c'est toute saison. C'est 100% de l'année. J'ai du mal à rester sur le même poste, à moins qu'il soit extrêmement productif, où j'ai vraiment une grosse activité. Mais non, toute l'année, je vais toujours avoir deux, trois spots à faire sur mes sessions de pêche. Même si je pêche que 3 heures, j'irai faire deux, voire trois spots, c'est sûr et certain. Et ça s'y prête très bien. D'accord, ok, je te remercie. Vous faites beaucoup de kilomètres pour pratiquer votre passion, les gars? PO, dis-moi. Je les compte plus. Je les compte plus. Enfin, là, je me suis calmé un petit peu parce que le travail, c'est pas qu'il s'y prête moins, c'est que c'est plus difficile. Mais ça m'est arrivé une année où tous les week-ends, j'étais parti rejoindre Deck dans l'Oise, quoi, quasiment, quoi. Tous les week-ends ou un week-end sur deux, je partais dans l'Oise et puis on partait à l'aventure. Après, j'ai déjà fait des 7 heures de route pour aller pêcher, des 3 heures, des... Non, je compte plus les kilomètres, quoi. Ça me dérange pas de faire des kilomètres, quoi, après. Juste pour changer de plan d'eau ou voir des gens, ça me dérange pas. D'accord, ok. Et toi, Deck, tu es plutôt pêche dans les points d'eau, enfin dans les plans d'eau que tu connais autour de chez toi, ou tu fais énormément de kilomètres pour taquiner le poisson? Alors, moi, j'ai une certaine chance, on va dire. C'est que j'ai énormément de plans d'eau dans mes alentours. Donc, on va dire sur les trois quarts d'heure autour du plan d'eau qui valent le détour. Après, je suis pas contre de faire de la route, hein. J'ai déjà été faire jusqu'à 3 heures de route, pareil, pour aller pêcher un plan d'eau inconnu. C'est pas ce qui va me freiner. C'est pareil, je suis déjà monté dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord pour aller rejoindre PO. Donc, c'est pas un souci pour moi. D'accord, ok. Je reçois des messages privés. Alors je vais le lire, je vais me permettre, voilà, parce que pour une fois que je reçois en direct. Merci, c'était super cool, ton live avec PO et Deck, j'aime bien le format et le générique, j'ai adoré. Et c'est de Fabien. Eh ben écoute Fabien, Ça va bien ça fait plaisir parce qu'on s'investit énormément, on travaille sur les visuels, on essaye de s'améliorer, on essaye de vous proposer des thèmes qui sont différents de ceux qu'on vous propose habituellement, parce qu'on peut pas parler que de feeder, on est en confinement, donc on essaye de faire en sorte de parler d'un peu toutes les pêches. Voilà, on n'est pas sectaire, on n'a pas envie d'être sectaire, donc on parlera d'autres pêches, encore et encore, mais voilà quoi, j'espère que vous comprenez, malgré qu'on soit sur une page qui parle de feeder à la base, mais de toute manière, vu qu'on est une page et qu'on partage un peu partout, c'est accessible dans tout. Voilà. Écoutez, on est à 1h25 de live, ce qui est plutôt pas mal. Moi je vous invite à poser vos questions rapidement dans les commentaires. Si vous avez, vous, PO ou Deck, des sujets qu'on n'aurait pas abordés, que vous aimeriez qu'on approfondisse, qu'on rentre un peu plus en profondeur dans certains sujets, c'est maintenant. Voilà. Sinon, après, on va pouvoir couper ce live après. C'est comme vous voulez. PO. Bon, après, peut-être juste faire voir la gamme du poisson d'état, ce serait cool. Allez, vas-y. On y va. Moi, je suis sur votre Facebook, là, il y a des produits, je vois des pâtes, donc forcément, comme vous pêchez avec de la pâte poisson d'étain, c'est cela. J'ai l'Evo, la pâte concept Evo. La Evo, c'est la toute dernière qui a été commercialisée avant le confinement. Une pâte sur une base neutre. D'accord. En fait, pour pouvoir s'adapter à un bon panel de pêche. Donc, on peut aussi bien la colorer que lui donner un arôme, que la laisser nature. Une granulométrie très fine. Justement, tout à l'heure, tu faisais voir les tests sous l'eau, c'était la Evo, avec un super travail vertical. Donc, hâte de pouvoir retourner au bord de l'eau pour... Donc, je vais vous la mettre. Alors, chaîne YouTube, voilà, on va regarder. N'hésitez pas à parler, meubler un petit peu pendant que je suis en train de faire mon business. Et toi, Deck, il y a des sujets que tu aimerais qu'on aborde avant la fin de ce live? Non, bah après, hormis parler ouais, justement de la gamme, mais il n'y a pas que la pâte, il y a aussi justement les additifs.
Donc moi, c'est un additif que j'aime bien, soit pour concentrer un petit peu plus l'arôme de la pâte, ou alors le mettre un petit peu dans les pelés. Mais c'est un additif qui va justement pouvoir aller aussi dans la dernière dans la dernière sortie, la Evo, qui va pouvoir la moduler un petit peu et l'amener sur le même goût qu'une des pâtes de la gamme, mais en fait. Donc ce qui pourrait jouer aussi pour certains plans d'eau. D'accord, ok. Parfait. Donc là, vous avez un visuel là des pâtes en direct. Vous avez la dissolution de la pâte. Je vous ai pas demandé. Vous utilisez jamais de tresse sur vos pêches? C'est que du nylon ou du fluoro? Sur les carpes, ouais. Après, c'est vrai que si on commence à monter silure et gros esturgeon, ouais, on partira sur une tresse en fait. D'accord, ok. Et en tresse, vous conseillerez quoi? PO, tu conseilles quoi comme tresse? Bah après, c'est pareil. Enfin, c'est au ressenti du pêcheur. Moi, je sais que les sessions silure où j'ai été, j'ai pas voulu monter trop gros en élastique, j'ai pas voulu monter trop gros en 13, donc j'étais monté basique sur un 6 plein avec une torsade et une tresse en 30 kilos. Après, j'ai réussi à sortir des poissons comme ça. Là, le combat il m'a plu. Dès qu'il a été pêché, il a pêché en double 5 avec la même canne. Après, c'est vraiment pareil, je pense au ressenti du pêcheur. Après, moi, j'en ai pas eu spécialement besoin de monter un double 5, mais peut-être que sur d'autres pêches, je monterai un double 5. D'accord. Ok. Et toi, Deck? Moi, non, donc jamais de tresse à la carpe, en tout cas. Je reste sur mon nylon ou sur mon fluoro. Après, ouais, quand j'ai été au ouais, c'est tresse. C'est ce qu'il y a de meilleur. Sinon, c'est monter un 70, 80, 90 centièmes pour réussir à contrer ces sciures, en fait. Comme PO l'a dit, j'étais monté sur un double 5, donc sans torsade, juste monté tel quel dans mon kit, et sur une tresse de 25 kilos. D'accord, ok. Parfait. Après, si tu me permets, Vas-y, j'ai vas-y, vas-y. trouvé Olivier Waters, je sais pas comment on dit, qui demandait quelle taille de pelé on utilisait justement. Vas-y, fais-toi plaisir, réponds-lui, y a pas de problème. Donc, moi, pour ma part, ça va être du 4 et 5 mm sur mes pêches. Je vais prendre les 4 et 5 mm de la gamme concept. Et si besoin, je rajoute des extrudés de 7 mm, histoire de tenir un peu de taille et, si possible, d'essayer que les gardons ou le blanc ne me bouffent pas tout, en fait. D'accord, ok. Et toi, PO, tu es en quelle taille de pelé habituellement? Et il y avait une question concernant l'enrobage. Aussi, Minimum 4 mm. Au minimum. Après, 5 et 7 en mélange souvent. Et c'est quelle rame que tu aimes utiliser comme pelé? Bah souvent, je suis sur soit des extrudés tout simples, basiques, ou soit des extrudés avec un petit mélange de pelé overdosé Monster Crab du poisson d'étain. D'accord, ok. Et utilisez-vous un enrobage sur vos pelés? Quand vous pêchez au pelé, quand vous pêchez pas à la patte? Bah, Deck. Après, ouais, Euh, PO, je vais te laisser là. Mais j'essaie de faire ping-pong quand même. ouais, non, À toi, Deck. comment dire, je pêche pas au pelé, en fait. Au pire, si ça m'arrive de mettre un pelé, je vais mettre un pelé, mais je vais l'enrober de pâte, en fait. Il y a de la pâte déjà prête que j'aurais déjà mouillée. Donc, ça fera peut-être une meilleure tenue, on va dire, et l'hameçon sera un petit peu plus dégagé. D'accord, ok. Je te remercie. PO, ça y est, je te laisse la parole. Alors toi, tu utilises un enrobage non, sur tes pelés? non, parce que je pêche pas au pelé. Alors, peut-être à défaut, hein, mais enfin c'est même pas à défaut en fait, c'est parce que le poste souvent les postes ils se prêtent pas à pêcher avec un hameçon découvert en fait. D'accord. Ok. Bon les amis,
à moins que vous ayez... Moi, j'ai une petite question aussi. Avant de couper, j'ai une petite question. Les pâtes nature, quand vous dites des pâtes nature, est-ce qu'on peut ajouter des additifs? Alors peut-être ma question est stupide, hein, complètement, illusuette. Est-ce qu'on peut ajouter des additifs dans les pâtes? Dans la gamme Evo, oui. Dans la D'accord. gamme Evo, oui, mais après, c'est des. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des additifs en. Enfin, pour pas modifier le travail de la pâte, la texture de la pâte qui est nickel, c'est des additifs en liquide. D'accord. Et toi, tu aimes utiliser quoi comme style de d'additif, Théo? Euh, Bah, souvent, je reste sur la Monster Crab. D'accord. Après, je vais varier la couleur, juste pour la couleur. Mais après, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, Monster Crab, enfin, ouais, le Monster Crab, ça fait que je pêche avec et c'est là-bas que je sors à chaque pêche. J'aurais voulu une petite question. Alors moi qui pêche aux méthodes, souvent on joue sur les contrastes de couleurs et on a souvent le goût. J'ai remarqué, alors quelquefois elles sont plus attirées sur certains goûts, mais aussi j'ai remarqué que sur les couleurs, certaines couleurs faisaient match. Alors après c'est des poissons éduqués, c'est des poissons de carponum ou de communaux, mais sur les gros spécimens, est-ce que la couleur, le contraste de la pâte, si elle soit verte, rouge ou je sais pas quoi, est-ce que t'as remarqué que ça pouvait matcher plus ou moins bien sur une couleur bien déterminée? Euh, oui et non en fait. Pour moi, tu vas avoir des plans d'eau où la couleur va faire que ça peut jouer, alors que sur d'autres plans d'eau, ça va vraiment être l'arôme qui va les décider. Donc, c'est du 50-50. Ça peut autant rapporter de poissons que te couper l'activité. D'accord, ok. Et pour toi, PO? Moi, je, enfin, en fait, je le fais au feeling. J'ai pas de particulière ou quoi. Parce qu'après, c'est très rare que enfin, que je mets du colorant, mis à part là récemment avec la Evo, et encore, je suis parti sur du classique, hein, je suis parti sur du vert, quoi. Après, à pâte égale, jour-là, il préférait taper sur le vert que de la couleur naturelle, quoi. D'accord, ok, ouais, donc c'est en fonction des situations, en fonction du plan d'eau. Quand vous allez au contact d'un plan d'eau que vous ne connaissez pas, vous appelez vos copains, vous regardez un petit peu ce qui se dit sur les réseaux, vous suivez un petit peu l'actu, ou bien, tant pis, on prend pas plus d'infos que ça, on y va, et puis ben on va tester tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à temps que ça fonctionne. Deck, explique-moi un petit peu comment tu appréhendes un plan d'eau que tu ne connais pas. Je vais avoir deux possibilités. Si je le connais vraiment pas du tout et que je sais que j'ai des amis qui ont pu y pêcher, je vais juste demander les profondeurs, histoire d'être un petit peu fixé. Mais après, chaque nouveau plan d'eau que je vais découvrir, j'en ferai toujours le tour. Et le petit plus pour moi, c'est d'avoir des lunettes polarisantes pour justement bien observer les bordures et bien essayer de bien regarder l'activité qu'on pourrait voir sous-marine. Après, bah, tout ce qui va être les sauts, les marsouinages, les fouilles, c'est des petits plus pour moi à repérer et préparer ma pêche sur un. D'accord. PO, même question pour toi, s'il te plaît. Bah, moi, c'est rare que. Bah, déjà, quand je découvre un pando, c'est parce que enfin, je suis tombé dessus, on va dire par hasard. Mais après, dès qu'il pourra le dire, même si j'ai des infos, on est déjà passé sur des plans d'eau avec Deck, il me donne les infos, mais en fait, je les écoute, mais il faut que je me fasse mon propre avis. Donc des fois, je vais pêcher avec Deck, dès qu'il va déjà être en action de pêche ou quoi, ou des autres copains qui vont être en action de pêche. Et non, moi j'attends, je fais le tour et puis vraiment, s'il y a un poste qui me plaît ou si je vois de l'activité, je vais mettre dessus, mais on va dire au début, enfin, c'est pas du temps perdu, c'est de l'observation pure et dure. Et puis après, si ça donne pas, on bouge.
D'accord, ok. J'aurais voulu savoir, est-ce que en termes d'angle pour la canne, ou est-ce que en termes de se positionner et puis le combat en lui-même, je suppose qu'il est différent entre une carpe qui fait entre 5 entre 2 et 8 kilos et quand on dépasse les 15 kilos, si vous avez des petits conseils à donner à ceux qui viendraient à débuter là-dedans, comment appréhender un combat avec une carpe dit spécimen vraiment gros calibre deck. Donc vraiment, vraiment toujours respecter un minimum l'angle. Enfin, c'est même pas un minimum, c'est sur le type de pêche qu'on va pratiquer en spot encombré sur des beaux poissons. C'est la première chose à regarder, c'est l'angle. Si enfin, la liaison fil élastique avec le sillon et canne revient vers l'intérieur, c'est 90% de chances que la canne elle casse. Vu les tensions et la tension d'élastique qu'on a et la tension que le poisson la pression, je vais dire plutôt, la pression que le poisson peut mettre, c'est des choses qui sont assez risquées pour la canne justement. Donc pour moi, le premier conseil, ce sera l'angle. Tenir un angle ouvert plutôt que d'essayer de combattre canne entière dans la main, autant la reculer un petit peu pour ouvrir son angle. D'accord, ok, je te remercie deck. Et pour toi, PO? Après les angles, ce sera que tout soit vraiment à disposition. Enfin, une fois qu'on est sur le poste, faut que vraiment tout soit au plus près de nous en fait. Épuisette juste à côté, ça paraît bête des fois, mais c'est c'est déjà arrivé où on voit des bulles sur un poste, on y va. Enfin, la dernière pêche qu'on a fait, des bulles sur un coup, j'y vais comme ça, mais sauf qu'en fait, je suis parti sans l'épuisette. Aïe, ah oui, et En fait, là, ça pardonne pas, quoi. Hein. après, j'avais les waders et tout, donc j'étais dans l'eau et je l'ai pris sous le bras, on va dire, mais être tout à disposition, être quand même un minimum organisé. Déjà pour pas perdre ses affaires une fois qu'on change de poste, et puis une fois que le poisson y remonte, avoir tout à dispo, quoi. D'accord, ok. Bon les amis, en tout cas moi je vous remercie on va conclure ce live, hein. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pu partager avec vous quelques heures. Hein. On a essayé de vous distraire comme on a pu avec Deck et puis 6PO. On ne le répétera jamais assez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, restez chez vous, hein, restez confinés, respectez les engagements, enfin les consignes gouvernementales, parce que il y a des gens comme PO ou d'autres hein, qui eux travaillent hein, en ce moment, qui eux ne sont pas en confinement. Hein, enfin ils sont confinés après leurs heures de boulot, mais je veux dire en dehors de ça, ils donnent de leur temps. Enfin c'est leur métier, mais ils prennent des risques. Donc la moindre des choses pour essayer de leur faire courir le moindre risque possible, c'est de respecter le confinement. Je vais vous laisser la parole, hein, Deck et après PO, si vous avez quelque chose à rajouter avant de conclure ce live. Et moi, je vous souhaite une agréable soirée, les amis. Voilà, donc, moi, j'aimerais remercier toutes les interactions qu'il y a pu avoir, les questions et l'intéressement à ce live. J'aimerais te remercier aussi de l'invitation et de la proposition que tu nous as fait pour justement le faire. Et j'aimerais remercier les partenaires qui nous font confiance aussi en même temps au passage. D'accord. Merci, Deck. À toi, PO. Merci à toi pour l'invitation déjà. C'était pas mal de gens, pas mal de questions et tout. Après, c'est vrai qu'en fait, quand on est derrière, on regarde les lives, on a du mal à se dire que, enfin, c'est chaud à répondre à toutes les questions en fait. Mais non, c'était cool et puis, ouais, prenez soin de vous et puis, en espérant que ça finisse bientôt pour se retrouver au bord de l'eau, quoi. C'est ce qu'on souhaite. Ouais. Après, on prendra le temps, la pêche, on aura tout le temps de pêcher. La vie est encore longue, je l'espère pour tout le monde. Ah ouais, ça reste une passion, quoi. Puis heureusement maintenant il y a Internet et tout pour avoir des lives et tout, quoi. Parce que je pense que ce serait mieux sinon. C'est ça, tout à fait. Bon les amis, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à partager
ce live, n'hésitez pas à mettre un like sur la page Team Spécimen, mettre un petit like sur la page du feeder en live, hein, ça mange pas de pain également, hein. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe aussi, le groupe est ouvert, est accessible. Alors sur le groupe on parle essentiellement de feeder, hein, et exclusivement. Par contre sur la page vous pouvez mettre un petit like et vous retrouverez des lives qui parlent aussi bien de feeder, mais pas que. Aujourd'hui c'était du stalking et on est très très loin des lives feeder, mais ça n'empêche, on en fait quand même. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de nos amis présents ce soir, 6PO et puis Deck, donc la team Spécimen. On vous les mettra dans les commentaires s'il faut. 6PO vous fera un petit lien qui va bien. Il n'y a pas de problème, je lui fais confiance, ou Deck, hein, l'un ou l'autre. Je vous souhaite encore une fois une agréable soirée à tous les deux. C'était Ben, c'était 6PO, c'était Deck, c'était pour le feeder en live, c'était soit un live spécial Stalking érodé. À bientôt les amis, salut. À bientôt, salut.